Bonjour, nous sommes le 7 novembre 2022 et mon hypothèse ici dans cette intervention, c'est que le logement et l'automobile sont en train de créer une nouvelle bombe sociale façon gilet jaune. C'est prêt, c'est complètement explosif. Si vous voulez tout le texte de cet exposé, il est là en dessous sur journaldeleconomie.fr. Je vais essayer de ne pas tout lire, mais le sujet est vraiment important parce que je pense qu'on est au bord d'une explosion sociale majeure. En fait, ce que j'ai mis dans ce texte en introduction, c'est qu'entre 2017 et 2021, le prix des maisons a bondi de 17%, et en 2022, la hausse pourrait être de 10%, voire un peu plus. Donc la hausse de l'immobilier, c'est l'ordre de 27% en 5 ans. C'est gigantesque. Quant aux voitures, leur hausse de prix est de 18% sur un an. C'est vrai qu'avec le manque de produits, on vend les plus chers. Le problème, c'est que 20 à 40% des Français se sentent exclus. Ce sont les deux principaux budgets des ménages, devant l'alimentation, et ça, c'est explosif. Et je vais essayer de vous le démontrer. Le premier point, c'est d'abord la voiture électrique. C'est un cadeau fait à l'emploi chinois. C'est juste aberrant. Et pour démontrer ce que je dis là et ce que je dis depuis au moins 4 ans, sinon plus, soit sur YouTube, soit dans les différents articles que j'ai écrits, soit dans ma lettre des signaux faibles, le commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire le français Thierry Breton, est intervenu il y a quelques jours, en novembre, donc je crois que c'est le 4 ou le 5 novembre, pour dire, après la décision du Parlement européen d'entériner la voiture électrique à 2035, c'est-à-dire la fin de la construction des voitures thermiques à 2035, il a dit qu'il y aurait une clause de revoyure à 2026, c'est-à-dire dans 3-4 ans en fait, ce qui prouve qu'il a un doute sérieux. Il a un doute pour la construction des voitures électriques en France. En fait, les industriels chinois vont nous envahir de voitures fabriquées en Chine. Alors j'ai plusieurs exemples. Bien sûr, la Hongguang Mini qui vaut en Chine 3 700 € en 2021. La Kiontu K20 est à 12 000 € en 2022. La MG de MG Motors MG4 est proposée en France à 28 990. Quant à la Dacia Spring, qui serait la voiture européenne la moins chère, elle est fabriquée en Chine, à Xi'an, et elle est fabriquée, elle est vendue à partir de 20 800 €. Donc on est là sur des voitures à des prix très bas. Or, autant dire que la voiture moyenne électrique, elle, est autour de 40-50 000 €. Autant dire que c'est un luxe. Une voiture électrique équivalente à une voiture thermique est vendue 45 à 50% plus cher qu'une voiture thermique. Bien sûr, la voiture électrique, il y a une aide de 7 000 €. En 2022, le prix de la voiture moyen en France, c'est de 27 000 €. 27 000 €. 82% des immatriculations sont des leasings aujourd'hui, donc on loue une voiture, on ne l'achète plus, ce qui est d'ailleurs une marche vers la voiture autonome, c'est-à-dire la voiture d'usage et non pas de propriété. L'âge moyen de l'acheteur qui était en 2021 de 55 ans, en fait 55,3 ans, ça monte encore. C'est-à-dire que quand on est jeune, on peut plus payer une voiture, on n'en a pas les moyens. C'est ce qui explique le succès de la voiture d'occasion. Quant à l'entretien de la voiture électrique, donc on dit qu'il n'est pas cher, on oublie une chose, c'est le remplacement des pneus. D'abord, ils sont plus petits que les pneus de voiture normale. Ensuite, ils s'usent très vite à cause du couple de la voiture qui fait qu'on bouffe plus de gomme et donc on ne nous dit peut-être pas exactement ce qu'une voiture électrique pollue au niveau de ses pneus. Mais bon, la voiture électrique, et on va le voir tout de suite, c'est une voiture propre chez nous, sale chez les autres, et tout le monde est d'accord là-dessus, ce qui est proprement honteux. Donc non seulement les Chinois vont nous envahir avec leurs voitures, mais ils monopolisent l'industrie de la batterie, c'est-à-dire 40% de la valeur d'une voiture électrique.
on en a au moins sans doute pour 10 ans. Quand bien même le lithium est extrait d'abord en Australie, devant le Chili et la Chine, les terres rares sont extraites à plus de 60% en Chine, le cobalt à plus de 70% dans la République démocratique du Congo, le nickel provient à plus de 30% d'Indonésie devant les Philippines, etc. La Chine est le premier producteur de ces métaux, c'est-à-dire qui transforme ces matières premières. Les terres rares, c'est à plus de 90%. Le lithium, c'est à près de 60%. Le cobalt, à près de 60%. Le cuivre, qui est vraiment la transition électrique, la transition énergétique, la transition numérique, il le transforme à 40%, etc. En clair, les batteries, même fabriquées dans des gigafactories, merci Elon Musk d'avoir créé ce mot, des gigafactories européennes, dépendent de la Chine. Ce n'est pas parce qu'on a des factories de batteries en Europe qu'on ne dépend pas de la Chine. Et ce dont on ne parle pas dans ces gigafactories, c'est les conditions de travail, la pollution, l'eau, dans cette industrie de transformation des matières premières qui nous donne ces métaux. Autant dire que la voiture électrique va à l'encontre des objectifs pour l'environnement dont on parle aujourd'hui à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Et devant la crise des semi-conducteurs, les États-Unis ont décidé de réindustrialiser le pays, à commencer par rouvrir les mines stratégiques comme celle de cobalt dans l'Idaho, qui est une mine significative. En Europe, on bloque en Serbie pour Rio Tinto, on bloque au Portugal et on ne sait pas encore si ça ne va pas bloquer en France dans le Massif central, mais ça en prend le chemin. Les produits importés aux États-Unis ne devront pas avoir été soumis à travail forcé et à travail d'enfants. Et cela désigne dans l'immédiat les Ouïghours de Chine, mais c'est potentiellement d'autres origines, et ça limite les produits que nous voudrions exporter aux États-Unis. Les voitures électriques vendues sur le marché national américain ne pourront être fabriquées que aux États-Unis, batteries comprises. Les États-Unis protègent leurs emplois. L'Europe dans son ensemble fait preuve de naïveté, et c'est peut-être l'explication de l'intervention il y a 3-4 jours de Thierry Breton pour qu'on réfléchisse à la fin de la voiture thermique, parce que le problème, et tout le monde le sait, n'est pas la voiture électrique, mais la densité de trafic qu'il y a en Europe. La voiture électrique va donc supprimer 500 000 emplois en Europe d'ici 2040 sur les 3,5 millions. Elle n'est en rien un moyen de transport écologique. Il faut bien la construire, la changer régulièrement ses pneus et lui fournir de l'électricité. Le tout pour un prix inabordable pour près de la moitié des Français, surtout ceux à qui l'on dit qu'il faut rapidement se séparer de son véhicule diesel qui est bon à la casse, en regardant la mise en place des 40 ZFE au 31 décembre 2024. Autant dire qu'on met en cause, en toute connaissance de cause, 20 à 40% des Français, pas loin de la moitié des Français, sur la bonne vieille voiture dont on leur a dit « vous en aurez besoin ». Alors le deuxième point, là je vous dis sur la voiture électrique, pour soi c'est totalement explosif. Le deuxième point, c'est le logement. Le logement, dans le logement, la rareté est préservée. Je suis obligé de faire un petit historique. La politique de logement en France a été incohérente depuis plus de 50 ans. Bien sûr, on a eu des politiques de la ville qui ont été des gouffres financiers. Les contradictions sont nombreuses entre les propriétaires forcément capitalistes, c'est l'explication, le texte français qu'on entend le plus souvent, les locataires qu'il faut aider, la politique pavillonnaire montrée en exemple, 82% des Français en font un idéal, sans la lier au gâchis foncier et au gâchis collatéral en transport, le tout où, depuis plus de 10 ans, lorsque les mises en chantier atteignent 400 000 logements, on crie au miracle, alors que le besoin de logement est
liées à la croissance naturelle de la population, aux couples séparés, donc plus de logements, au vieillissement de la population, on habite plus longtemps dans son logement, aux résidences secondaires, ah oui, à l'immigration, s'ajoute un nombre incalculable de règles et de normes qui font qu'un logement construit à Strasbourg coûte bien plus cher, je crois que c'est de l'ordre de 30 à 40%, qu'un logement équivalent construit à Kehl, en Allemagne, de l'autre côté du Rhin. Il faudrait construire chaque année entre 500 000 et 700 000 logements. 500 000 à 700 000 logements, quand en 2020, on en est à 376 700 et on est content. Le logement est cher et rare et on entretient sa rareté. Et ça nuit à la mobilité du travail. Et le budget logement est le second budget des ménages, presque équivalent au transport pour l'ensemble des Français. Mais lorsqu'on regarde les 20% des Français les plus modestes, c'est la première source de dépenses avec 22% des dépenses. Pour les 20% les plus aisés, c'est la quatrième source de dépenses avec 12%. Donc les 20% ont un poids du logement énorme. Sans les aides sociales, le logement se paie très cher. Et au lieu d'encourager les plus aisés à investir dans le logement, on les encourage à investir dans l'industrie, on pourrait les encourager à investir le logement. Au contraire, ils sont taxés avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc paradoxalement, et tout à fait logiquement, si l'on construisait 600 000 logements par an, les loyers et donc les revenus des investisseurs baisseraient. Il faut faire un choix à un certain moment. Donc ces derniers temps, avec la Covid-19, le logement a été un sujet important pour ceux qui en avaient le moyen et l'envie. La maison avec jardin dans une petite ville de province était le Graal. Le désenchantement a été rapide. La petite maison a multiplié les voitures indispensables, parce que quand on habite dans une petite ville, il faut aller au supermarché, il faut aller à l'école, à l'hôpital, etc. Il faut se déplacer. Et quand on a un ado qui a atteint 18 ans, il faut une voiture. Après la concurrence pour ces biens de plus en plus rares, il y avait à ajouter les voitures. La hausse du pétrole depuis novembre 2021 a fini par noyer les budgets. La petite maison est un gouffre de chauffage. Elles sont souvent des passoires thermiques. Les voitures sont gourmandes en essence, sans oublier que le télétravail a des durées limitées, c'est-à-dire qu'on limite à 2 jours, très souvent, 2 ou 3 jours, mais pas à 5 jours, et que le nouveau travail dans la charmante petite ville de province est moins bien rémunéré que celui de la métropole, des métropoles desquelles on vient. Le rêve de la petite maison avec jardin s'effondre, les aides publiques à l'acquisition de pavillons sont arrêtées afin de privilégier l'habitat collectif. Beaucoup de gens n'ont pas bien compris qu'en construisant plus haut et plus dense, on va moins utiliser sa voiture et moins encourager l'artificialisation du sol. Aucun encouragement ou obligation à densifier une parcelle n'a été édicté avec cette fin des aides de l'habitat en pavillon individuel. Le rêve s'effondre aussi par le coût de la construction neuve, les prix des matériaux. La réglementation thermique RE 2020, qui s'applique depuis le 1er janvier 2022, provoque une hausse qui pourrait être au minimum de 10% en 2022. Le 10% était estimé au mois d'octobre, l'année n'est pas terminée. Alors que les prix de construction avaient déjà augmenté de 17% en 4 ans entre 2017 et 2021. Le coût de crédit augmente, on le sait tous, lorsqu'on réussit à obtenir le crédit. Les primo-accédants disparaissent, ils n'ont plus les moyens de se payer une nouvelle maison. L'âge moyen de l'acheteur augmente, selon les sources, ça pousse à 40 ans, voire plus. Et le symbole de ce malaise, c'est la maison Phoenix. En fait, ça s'appelle Geoxia, qui ont fait faillite en juin 2022.
Donc, logement et voiture, la bombe sociale est prête. Pour 20 à 40% des Français les plus modestes, et surtout parmi les plus jeunes, acheter une nouvelle voiture devient impossible car c'est trop cher. Et les voitures d'occasion possibles sont de plus en plus chères, l'une des causes étant que les loueurs n'ont pas renouvelé leur parc au rythme habituel. Deuxième point, pour 20 à 40% des Français, les plus modestes et surtout les plus jeunes, quitter un HLM ou acheter une maison plus grande ou quitter les HLM pour acheter une maison devient impossible car c'est trop cher ou non couvert par le prêt du banquier. Pour baisser la pression de 35% de leur budget, parce que le logement et le transport représentent donc plus du tiers des budgets de ces ménages, les plus modestes et les plus jeunes, ils sont coincés, ils sont interdits. Autant admettre que le sentiment d'injustice est bien réel, explosif. Je repars en plongée, à bientôt.